va découvrir ou redécouvrir ce qu'est la satisfaction d'un client. Merci Emmanuel. J'espère que le micro va marcher, sinon il y a celui-là. Merci Fabrice, bonjour à tous. Excusez-moi, j'ai la voix de voilée. Merci de m'accueillir. Je me présente rapidement. Je suis Emmanuel Thébault, vétérinaire. Je suis sorti de Nantes en 97 et je vais peut-être changer de micro parce que c'est accrochant. Et je suis depuis plusieurs années directeur communication et commercial chez Coveto. Vous connaissez plus ou moins Coveto. On n'est pas dans une région où Coveto est très implanté historiquement. Coveto, c'est la troisième centrale d'achat française, créée en 1976, une petite cinquantaine d'années maintenant. Et donc centrale coopérative qui livre médicaments, matériels et aliments vétérinaires depuis toutes ces années avec engagement et on l'espère un sens de l'expérience client chaque fois renouvelé et le plus abouti possible. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'expérience client vétérinaire. Alors j'ai un peu tourné autour du pot de ce titre. Est-ce qu'il fallait mettre l'expérience client chez le vétérinaire? Peut-être mettre l'expérience client avec le vétérinaire? D'une certaine manière aussi l'expérience client du vétérinaire, puisqu'il n'y a pas d'expérience client sans le vétérinaire. Et puis, il y a beaucoup d'ASV dans l'assistance. Quand je dis le vétérinaire, c'est l'entreprise vétérinaire, l'équipe. Je ne restreins pas nécessairement ça au vétérinaire en tant que tel, le diplômé, avec une distinction très forte, que ce soit dit et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une expérience client? Alors, on va faire d'abord de la question très classique. Si on veut étudier un sujet, intéressons-nous à sa définition. Là, je vais être très scientifique, très proche de mes études. Et donc, quand on cherche la définition de ce qu'est l'expérience client, vous allez trouver cette définition partout sur Internet. Elle a dû être écrite par un consultant de très haut niveau d'une très grande agence de communication et de marketing américaine, probablement. Je n'ai pas la source exacte, mais voilà ce qu'on apprend quand on dit voilà, qu'est-ce que c'est que l'expérience client. L'expérience client, c'est l'ensemble des émotions et des sentiments ressentis par une cliente ou un client tout au long de ses interactions avec votre entreprise. Alors, je vous laisse lire, vous imprégner de cette définition, on va y revenir. J'avais assisté à plusieurs conférences sur le sujet et il y avait un conférencier d'assez haut niveau d'une école de management parisienne qui, lui, l'abordait de cette façon en repartant de cette définition et il disait que proposer une expérience client réussie, c'est créer de l'enchantement. Alors vous voyez, quand on lit cette définition et qu'on est même dans cette réécriture qui est créer de l'enchantement, qu'on est sur un territoire qui n'est pas un territoire qui, en premier abord, paraît extrêmement concret et factuel. On est dans l'émotion et dans le sentiment. Donc quelque chose qui relève pour partie, bien sûr, de l'éthologie, de neurosciences, mais peut-être plus des sciences humaines, de la psychologie. Quelque chose qui, en première lecture, singulièrement à nous qui sommes de formation scientifique, ou qui nous vivons vraiment comme des scientifiques, quelque chose qui est un peu subjectif. Et peut-être même, si on est un peu à distance de ça, un peu éthéré. Une affaire d'émotion et de sentiment. Et quand on s'intéresse à l'émotion, au sentiment des gens, le premier enseignement qu'on peut en tirer, qui est un point extrêmement fort de ce qu'est l'expérience client, c'est que puisqu'on est dans l'émotion et dans le sentiment, on est dans quelque chose d'individuel. L'expérience client, c'est quelque chose d'individuel. Donc proposer une expérience client réussie suppose, pour qu'elle soit parfaitement réussie, qu'elle soit personnalisée, individualisée et qu'elle soit vécue comme individuelle. En tout cas, ça permet d'optimiser le fait qu'elle est vécue comme individuelle. Et quand on parle d'expérience individuelle, d'émotion, de sentiment, vous voyez que chacun d'entre nous, et vous pouvez vous mettre vous-même dans la posture d'un client de quelqu'un d'autre, de votre coiffeur, d'un chauffeur de taxi, d'un hôtel, peu importe, vous êtes porté dans votre expérience individuelle par de multiples facteurs. Là, j'en ai mis quelques-uns, mais j'aurais pu mettre des dizaines de bulles supplémentaires. Je ne suis pas un expert des sciences humaines et de la psychologie humaine, mais vous voyez qu'effectivement, votre expérience client elle va être influencée par des critères
petit peu structurels, de type âge, genre, etc. Puis aussi beaucoup de critères qui sont culturels, qui sont liés à votre formation, qui sont liés à votre position socioculturelle, qui sont liés à votre éducation, qui sont liés à votre histoire personnelle. Évidemment, ils sont influencés par votre expérience personnelle avec un ou des vétérinaires. Et puis, il y a des choses qui relèvent de l'humeur, du jour, de l'ambiance, de ce que vous avez fait immédiatement après, de ce que vous allez faire immédiatement après. Si vous allez chez le vétérinaire et qu'après vous allez chez le dentiste, peut-être que effectivement vous êtes stressé par le fait d'aller chez le dentiste après, que votre rendez-vous chez le vétérinaire ne va pas se passer de la même manière que vous n'étiez pas allé chez le dentiste après. Et puis on peut tirer ce fil. Moi, je ne suis pas très freudien, mais on peut parler d'inconscient. Si on est effectivement dans ce territoire d'interprétation, effectivement, il y a multiples choses qui vont faire que l'expérience client, puisqu'elle est individuelle, va être vécue très différemment et être posée sur énormément de facteurs, énormément de facteurs d'où vous conviendrez que pour l'essentiel, ils échappent tout à fait au vétérinaire qui est en face de cette femme sur l'illustration. Et puis quand on poursuit la définition, donc sentiment, émotion, et puis elle se vit tout au long des interactions avec votre entreprise. Cette deuxième partie de définition a aussi une grande importance, parce qu'elle va nous donner les piliers complémentaires des fondamentaux de l'expérience client. À votre avis, si on essaie malgré tout de donner un début, à quel moment elle commence l'expérience client de vos clients? Par exemple, à la prise de rendez-vous, peut-être quand on cherche les coordonnées, par exemple. Effectivement, aujourd'hui, clairement, l'expérience client chez le vétérinaire, mais l'expérience client à peu près n'importe où, en 2024, elle commence souvent là. Enfin, si on doit lui donner un début, elle commence là. Elle commence sur un téléphone portable, probablement un smartphone. C'est le canal le plus courant aujourd'hui. Bon, ça pourrait être un ordinateur de bureau, une tablette, une montre connectée, pourquoi pas. Mais enfin, on est souvent sur un smartphone. À la prise de rendez-vous, à une notification de rappel que vous envoie votre vétérinaire, à une proposition de service qu'il vous pousse parce qu'il y a une nouveauté, à une visite par hasard sur son site web parce qu'on y pense en naviguant, et puis ou à une note de réseaux sociaux qu'il a publiée et sur laquelle vous tombez en scrollant négligemment sur votre Insta ou sur votre Facebook. Enfin, à un moment, le début le renouvellement de l'expérience, il est quelque part sur le smartphone. Et puis à quel moment se termine-t-elle? Quand on paye. Moi, j'aurais tendance à dire plus tard que ça. Finalement, aussi sur un smartphone, quand on va donner une note, quand on va passer un petit SMS à son frère, sa sœur, son fils, sa mère, en disant je sors de chez le vétérinaire, tout va bien. Voilà, peut-être effectivement quand on va aller consulter le dossier médical de son animal, puisque le vétérinaire vous a dit qu'il allait vous envoyer l'imagerie et que vous allez le lendemain ou le soir même regarder si ça a bien été envoyé et raconter ce que vous avez vécu à votre conjoint, à votre conjointe le soir. Donc souvent elle se boucle aussi finalement sur un téléphone portable aussi. Et pourquoi ce petit abord des choses? Pour vous poser le deuxième élément clé de l'expérience client, le deuxième pied après l'individualité, c'est que l'expérience client aujourd'hui, elle est omnicanale. Pendant très longtemps, les spécialistes disaient qu'elle était pluricanale. Et puis en fait, on utilise maintenant omnicanal parce que les canaux se répondent. Quand je vous disais effectivement, je vais recevoir les images de la consultation, après, il y a des liens très forts entre finalement ce qui se vit en ligne et ce qui s'est vécu physiquement chez le vétérinaire. Et donc l'idée, c'est qu'elle est omnicanale. Et étant omnicanale et individuelle, eh bien, le troisième point clé à retenir sans doute de l'expérience client, et là vous saurez tout, finalement vous pourrez tout décliner de ça, c'est qu'elle est universelle. Vous voyez que j'ai mis à dessin 2 photos. Vous reconnaissez probablement ces lieux, vous y êtes allés toutes et tous, plus ou moins. À gauche, c'est une boutique Nespresso et à droite, c'est une boutique Apple Store. Bon, très classique, hein, rien de... Et voilà 2 entreprises, et particulièrement celle de gauche, qui ont parfaitement compris ce que signifiait, et il y a déjà quasiment une quinzaine d'années dans le cas de Nespresso, même si peut-être leur concept s'essouffle un tout petit peu là, mais ce qu'est une expérience client à la fois individualisée, omnicanale et universelle. Surtout, c'est eux qui ont posé le principe de l'universalité.
C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où quand vous entriez dans une boutique Nespresso les premières fois, certaines d'entre vous sont sans doute trop jeunes pour avoir connu les premières fois de découverte d'une boutique Nespresso, il y a peut-être 15 ans maintenant, voilà, une vingtaine d'années peut-être, mais ceux qui sont un peu plus âgés comme moi, il y avait un côté émerveillement absolu. C'est-à-dire qu'on allait dans une boutique dont on nous avait dit souvent que c'était une expérience. Va voir, tu vas être surpris. On retrouve cette idée de canal et de premier contact qui est bien en amont. Ou alors vous aviez vu une publicité, vous aviez vu George Clooney, on vous invitait à y aller, donc qui était à l'époque vraiment au top de sa popularité. Et vous alliez dans cette boutique et il y avait un liftier qui vous ouvrait la porte en livret. Puis après, c'était beau. C'est beau, ces capsules de couleurs alignées sur le mur. Les gens sont tous super bien sapés, c'était magnifique. Donc vous vivez une expérience aussi qui est une expérience sensorielle. Et puis vous aviez commandé vos capsules de café en ligne, ou en tout cas on vous disait que c'était très facile de les renouveler. On vous donnait des éléments, et puis à la fin on vous proposait pourquoi vous voulez un petit café, vous les dégustez. Donc on vous amenait dans cet espace-là où vous préparez. Donc il y avait un côté effectivement complètement englobant, extrêmement fort, et qui se poursuivait chez vous parce que vous retrouviez effectivement la possibilité de commander en ligne. Vous recevez 24 heures après votre colis, super bien marketé, c'est pratique, vous l'ouvrez, vous le rangez dans le placard. Tout était parfaitement étudié. Il y avait ce côté très grande perfection dans l'expérience client globale. Et c'est une des premières entreprises à avoir proposé quelque chose d'aussi fort. Apple, évidemment, est aussi un modèle de ça. Une entreprise comme Red Bull fait ça très bien aussi dans un autre territoire, très différent, mais où vous avez effectivement ce côté, je suis présent tout le temps, je vous propose une expérience de vie permanente, et vous me retrouvez à tout le temps sur vos réseaux, vous êtes en contact avec moi en permanence. Et ces gens-là ont posé quelque chose de cette expérience client universelle. Ce que signifie l'expérience client, c'est que quel que soit votre métier, quels que soient vos clients, et quelle que soit l'expérience concrète que vous proposez, il va de soi que vous ne proposez pas la même expérience si vous êtes un coiffeur que si vous êtes un vétérinaire. Vous êtes comparé, bon an, mal an, sans y penser, quoi qu'il en soit, totalement intuitivement, aussi à Nespresso, à Apple, à Amazon, etc. Quand on parle de click and collect vétérinaire, par exemple, qui est un des points forts et des services historiques de VetinWeb, évidemment, nous, Centrale, on est très associés à ce système, puisqu'on prépare les colis, on les expédie, et bien on est, bon an, mal an, comparé à ce que fait, par exemple, Amazon, ou à ce que font Sarenza, ou à ce que fait... voilà, ce que font ce type d'entreprise, vente privée ou des gens comme ça, parce qu'effectivement, l'expérience, elle est unique. C'est la même chose. Les gens, ils ne peuvent pas s'empêcher intuitivement de comparer les choses. Et donc, c'est ça qui est posé, c'est un principe qui a été posé par une agence française de conseil qui s'appelle KPMG, qui avait vraiment communiqué il y a 4 ou 5 ans sur l'expérience client universelle. C'est un point important. Vous ne pouvez pas dire c'est pas la même chose. C'est pas parce que moi, en tant que vétérinaire, je sais pas, mon accueil serait dégradé, mais c'est quand même pas la même chose que ce qui se passe chez Nespresso. D'une certaine façon, si, c'est la même chose. On ne vous demande pas d'accueillir de la même façon que chez Nespresso, mais d'une certaine manière, intuitivement, on va vous comparer à des lieux d'accueil qui aujourd'hui ont cherché une forme de perfection dans la façon dont ils vous reçoivent, dans la circonstance dans laquelle eux vous reçoivent. Évidemment pas la même chez un coiffeur, chez le plombier, quand vous allez choisir votre cheminée, votre cuisine chez Ikea, ou quand vous allez chez le vétérinaire, ça va de soi. Donc c'est quelque chose qui est individuel et omnicanal, universel, c'est-à-dire que finalement l'expérience client, vous l'avez tout de suite toujours en tête, et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, c'est un parcours, l'expérience client. C'est un parcours qui est un parcours cyclique. On va y revenir juste après plus en détail. Parce que vous avez vu qu'on est passé de je suis sur mon smartphone et effectivement je vérifie l'adresse de mon vétérinaire ou son numéro de téléphone ou je prends rendez-vous en ligne jusqu'à un moment où je retourne sur mon smartphone et je vais par exemple déposer un témoignage sur le site de mon vétérinaire pour dire que j'étais super bien reçu aujourd'hui. Donc, il y a ce côté cyclique et vous voyez que dans ce cycle, ça englobe évidemment toute l'équipe. Tous les éléments, toute l'équipe qui va travailler dans la clinique, depuis la personne qui alimente le site web jusqu'à évidemment toutes les personnes qui sont présentes physiquement, qui dans le cycle de présence, de contact avec le vétérinaire sont impliqués. Donc c'est bien d'un challenge collectif pour l'ensemble de l'entreprise. Donc vous êtes là dans la salle, vétérinaire, auxiliaire, avec des responsabilités dans les soins, diverses responsabilités administratives, dans la gestion, dans l'animation des entreprises dans lesquelles vous travaillez. Tout ça compte finalement et tout ça compte dans la qualité in fine de l'expérience client.
Et puis, bien sûr, s'agissant du vétérinaire, malgré tout, la visite, alors dans le contexte dominant aujourd'hui, ou ultra dominant de la canine, la visite chez le vétérinaire, mais pourquoi pas dans d'autres contextes de visite à domicile ou dans le contexte de l'équine et même de la rurale, c'est la visite par le vétérinaire, puisque dans ces cas-là on se déplace, mais la visite, le temps de contact physique, finalement ce qu'est le parcours de soins, lui est évidemment reste au centre de cette expérience et en reste le point culminant. On pourrait représenter l'expérience client sur une échelle linéaire de temps par quelque chose qui est une courbe comme ça, en vague, qui ne s'arrête jamais, avec un point clé, des points culminants successifs qui sont les contacts, on va dire physiques, avec l'équipe vétérinaire dans le cadre des visites. Une autre manière de le représenter, c'est ça. Volontairement, on aurait pu mettre un cercle, mais ce n'est pas anodin que ce cercle ait été construit comme un signe infini, un anneau de Möbius, parce qu'effectivement, il y a quelque chose de ce caractère infini. Alors, ce n'est pas tout à fait infini, on en débattait la semaine dernière. Évidemment, ça commence plus ou moins avec l'intention peut-être d'adopter un premier animal de compagnie dans ce contexte-là, puis ça se termine sans doute avec le décès de votre client, parce que chaque cycle est évidemment un cycle individuel d'une personne, mais au-delà de ça, durant ce temps de vie, finalement, on a quelque chose qui est constamment cyclique. Alors si on devait en donner un début, puisque c'est un cycle, c'est compliqué, mais artificiellement, j'avais choisi ici le 1 qui est à gauche, qui est effectivement, vous êtes chez vous, et là, il y a l'émergence d'un besoin, l'émergence d'une envie qui peut être liée à un symptôme chez l'animal ou typiquement une notification de mon vétérinaire, je me dis tiens, il faudrait que je regarde mes dates de vaccin et donc là je commence à suivre les choses. Et là, je vais commencer éventuellement à rechercher un vétérinaire ou peut-être à rechercher ses coordonnées parce que j'y vais peut-être pas assez souvent, donc je me souviens plus de son numéro, je me souviens plus de son site web. Je vais chercher ou alors le bouche à oreille, il est là, hein. Celui dont tu parlais, Fabrice, il reste évidemment important dans l'expérience client. Il y a de la pub, des documents, des sites web, des annuaires, les réseaux sociaux. Et donc, à un moment, je vais choisir une date, je vais choisir un vétérinaire, je vais choisir un type de service. Et puis là, mon expérience continue, elle ne s'arrête pas. Je vais prendre rendez-vous. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'était sympa? Est-ce que j'ai trouvé un rendez-vous rapidement? Je vais recevoir une confirmation. C'est bien de recevoir une confirmation. Je suis sûr que j'ai bien rendez-vous. Je me déplace, je me gare. C'est important, je me gare. Parce que si j'ai galéré pendant une demi-heure pour trouver une place de parking, mon expérience, elle n'est pas la même. Vous le savez bien, projetez-vous quand vous êtes chez n'importe quel autre type de client. Vous êtes vous-même des clients, hein, puisque l'expérience client est universelle. Je pense que vous n'avez aucun mal à vous projeter. Et puis voilà, je me gare, je suis accueilli. Et puis là commence, on va dire, ce qu'on qualifie souvent de parcours de soins. Je m'assois dans la salle d'attente. Est-ce que j'attends longtemps? Est-ce que mon animal est bien dans la salle d'attente? Comment se passe l'examen? Comment se passent les soins? Est-ce que j'ai une réponse? Est-ce que mon animal va tout de suite mieux? Est-ce qu'il y a eu des soins immédiats? Voilà, tout ça contribue. Et puis j'ai reçu des explications, je paye. Évidemment, c'est important dans l'expérience. Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'on a accepté mon moyen de paiement? Est-ce que c'était cher, pas cher, trop cher? Est-ce que ça correspondait à ce à quoi je m'attendais? Tout ça contribue évidemment à l'expérience du parcours. Et puis je rentre chez moi, et est-ce que les traitements sont faciles à transporter? Alors, est-ce que le sac de 12 kilos de croquettes que j'emmène, il était si facile que ça à transporter? Est-ce que j'ai pas galéré à le monter au 4e étage sans ascenseur? Je prends des exemples comme ça, voilà, mais est-ce que j'avais bien compris? Est-ce que c'était facile pour moi de savoir ce que j'avais à faire en rentrant? Est-ce que c'était facile le traitement était facile à vivre pour mon animal? Est-ce que j'en ai eu assez? Est-ce que c'était facile? Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires? Est-ce que ça a marché, évidemment? Est-ce que c'était efficace? Est-ce qu'on animal aimait mieux? C'est essentiel, mais c'est pas tout. C'est un point crucial de l'expérience client, mais finalement qui est un point parmi d'autres. Et puis comme ça, on revient. Et puis, à un moment, comme je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir donner un avis en ligne, m'abonner à la page de la clinique, recommander à des amis ce veto à l'occasion d'une conversation ou parce que j'attendais de voir pour le chat de ma sœur qui lui-même, qu'elle vient d'adopter elle aussi. Et voilà, je voulais savoir si ce veto chez qui je suis allé, cette veto me convenait. Voilà. Et puis, je vais recevoir des éléments, je vais pouvoir dialoguer. Est-ce que je vais pouvoir l'interpeller, le vétérinaire ou l'équipe, en dehors entre deux consultations? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'ils répondent à mes messages? Est-ce qu'ils likent mes commentaires sur le réseau social quand je dis qu'ils sont les plus beaux? Est-ce que j'étais mécontent? Est-ce qu'ils m'ont répondu quand j'ai dit que j'étais quand même un peu déçu parce que le météo n'était pas bonne le jour où je me suis déplacé?
Voilà, tous ces éléments-là. Et donc vous voyez que ce parcours, il est cyclique. Et là, on comprend bien, parce que vous vous positionnez, vous êtes des professionnels quelque part dans ce cycle-là, dans la pratique de votre entreprise, de votre clinique, de votre cabinet. Et vous voyez bien que finalement, il n'y a pas beaucoup de membres de votre équipe qui ne sont pas concernés là. Donc c'est vraiment une expérience collective. Donc l'expérience client, c'est à la fois quelque chose d'individuel et d'universel, et quelque chose qui fait un peu injonction contradictoire là-dedans. C'est à la fois individuel, c'est très individualisé, mais en même temps, vous êtes comparé à des choses qui sont très très différentes de votre propre métier. Donc il y avait quelque chose qui est comme ça, d'une vastitude qui est un peu vertigineuse. Et puis elle se vit tout au long du parcours client. Donc, parce que ce que je viens de vous décrire, finalement, c'est un parcours client. Et ça, pour entrer dans le concret de ce que vous pouvez faire, pour aborder, étudier, améliorer, tenter de réfléchir à l'expérience client que vous apportez, vous, en tant qu'entreprise vétérinaire, c'est un excellent voie d'abord, le parcours client. Ça, c'est assez facile à faire en équipe, individuellement, si possible en équipe, souvent par tranche, parce que tout ce parcours-là que je viens de vous décrire, c'est très long à regarder point par point. Vous pouvez le faire par étapes en disant, bon, je vais m'intéresser d'abord au parcours de soins, c'est-à-dire entre le moment où le client entre, pose le premier pied dans la clinique et le moment où il en sort. Déjà, on va travailler cet axe-là. Puis par ailleurs, on va travailler l'axe avant, après, etc. Qu'est-ce que je donne en ligne? Vous pouvez le faire par étapes. Et puis, vous pouvez le travailler ensemble. Il y a 1000 manières d'animer ça, hein. Chacun travaille de son côté, puis on partage ses idées. Ou alors on fait une fresque, on déroule une grande nappe blanche de réception, là, en papier, et on la colle sur un mur avec du scotch de peintre. Très pratique, ça, c'est une astuce d'animateur de réunion. Et puis vous faites un schéma, vous collez des post-it, vous les déplacez, vous dites, alors non, ça c'est après, en fait, et entre-temps, il se passe ça. Et vous le faites à plusieurs, et ça marche très très bien. Et ça va vous donner à voir, finalement, les points sur lesquels, peut-être, vous vous dites, là, en fait, on ne propose rien, ou ce qu'on propose, on sent bien qu'on n'est pas tout à fait au rendez-vous, ou on sait bien que. Donc c'est vraiment travailler son parcours client, c'est quelque chose de très concret, de très facile à faire, et qui permet effectivement d'avancer sur ce sujet. Et donc, quel est votre objectif? Une fois que vous savez ça, que vous avez compris finalement la complétude de ce qu'est l'expérience client, votre objectif, ce serait de créer de l'enchantement. Facile, hein? Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez y aller tout seul, quoi. Alors, comment on crée de l'enchantement? Évidemment, c'est difficile de créer de l'enchantement. C'est une astuce de langage, mais ça donne à voir quand même là où on veut aller, qui est quelque part, qui était à voir avec le bonheur, avec le sourire, avec la fascination. Et donc j'aurais tendance à dire, moi, ce qu'il faut que vous créiez, c'est un écrin pour une relation personnalisée. L'écrin, c'est le caractère universel. Et la relation personnalisée, c'est effectivement le cœur de la relation avec l'individu qui est votre client. La famille, le couple. Évidemment, ça dépend de 1000 facteurs. Et pour répondre, et si vous voulez créer de l'enchantement, il faut répondre effectivement à toutes les attentes de vos clients. Et au-delà. Parce que l'enchantement, il va se toucher quand vous allez au-delà de l'attente. Alors c'est pour ça, je ne réinvente rien, hein, l'écrin c'est un mot à moi, mais le reste, c'est des tartes à la crème. Hein. Vous pourrez trouver ça partout en ligne. C'est pour ça qu'a été conçu ça. Ça, c'est la pyramide de la satisfaction client. C'est pareil, c'est un grand classique des cours de management, mais elle est intéressante cette pyramide parce que vous voyez qu'elle dit... Finalement, la satisfaction client, elle commence par est-ce qu'on a su me fournir des informations utiles? C'est-à-dire quand je sors de chez le vétérinaire, est-ce que j'ai l'impression d'être mieux informé? On conviendrait que effectivement c'est un peu le bœuf à bas. Puis après, est-ce qu'on a su résoudre mon problème quand je l'ai demandé? Mon chat vomit. Je suis allé chez le vétérinaire, il m'a prescrit un traitement, enfin il a prescrit un traitement à mon animal, j'ai donné ce traitement et mon chat ne vomit plus. Il a résolu mon problème. Est-ce que là, je suis satisfait? Mais vous voyez que ça, on pourrait penser, il y a 20, 30 ans ou 40 ans, les vétérinaires, là, s'ils étaient là, ils avaient estimé qu'ils avaient parfaitement fait leur travail et qu'il n'y avait pas besoin d'en demander beaucoup plus, qu'ils étaient là pour ça, après tout. Et ça, je le lis encore sur les réseaux sociaux assez fréquemment. Hein. Arrêtez, à un moment, ce qu'on nous demande, c'est juste des soignants. Hein. Si l'animal va mieux, on a fait notre boulot. Le reste, c'est de la fioriture. Il faudrait que les gens, qu'on les éduque, pour qu'ils comprennent un peu ce que c'est que la vraie vie. Je suis un peu la dent dure quand je dis ça, mais parce que ça, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie, justement. La vraie vie, c'est l'expérience client. C'est l'expérience client universelle.
Le troisième niveau, c'est répondre à mon besoin quand je le demande. Donc là, on est déjà un peu au-delà du problème, on est dans le besoin. J'aimerais que mon animal soit très bien nourri, je veux le nourrir avec une nutrition haut de gamme, que me conseillez-vous? Là, j'ai un besoin, je n'ai pas un problème, j'ai un besoin. Et l'entreprise est capable d'aller répondre à des besoins cette fois-ci. Là, on est au troisième niveau, et là, on conviendra que, pour l'essentiel, les cliniques vétérinaires sont toutes à ce niveau de satisfaction du client, de réponse, de fourniture d'une expérience et d'une satisfaction. Et puis là, on arrive dans des niveaux qui vont vous paraître effectivement un peu moins concrets. Fournir ce dont j'ai besoin sans le demander. C'est-à-dire qu'effectivement, là, le vétérinaire va me fournir quelque chose que je n'ai pas demandé. Ça va aller au-delà de mon attente initiale. Alors là encore, on est dans quelque chose qu'on peut appréhender. On peut dire, effectivement, moi je propose par exemple à mon client de lui envoyer le dossier médical de son animal sur une interface juste après. Il ne s'y attendait pas, parce qu'il était resté dans l'idée d'une expérience client vétérinaire qui s'arrêtait un peu après en sortant. Voilà. Et là, ça c'est une proposition, je ne m'y attendais pas, merci, c'est vachement bien. Donc là, on est encore dans quelque chose de très concret, et puis on a encore un niveau au-dessus, fournir ce dont j'ai besoin sans que je le sache. Je ne vous donne pas d'exemple parce que ça commence quand même à devenir un peu plus compliqué, et je vais y revenir. Si je ne sais pas que j'ai besoin de quelque chose, mais qu'on le résout quand même. Et puis il y a le high level, j'ai la sensation qu'on m'a rendu meilleur, qu'on m'a rendu plus fort. Alors quand on lit des articles là, comme ça, là-dessus, on dit ce niveau-là, il y a très très peu d'entreprises dans le monde qui y arrivent. Typiquement, c'est ce qu'a réussi à faire Apple, ou ce qu'a réussi à faire Red Bull. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai la sensation, quand j'achète un iPhone, que je suis plus fort, que je suis plus accompli, que je suis un meilleur être humain parce que je suis doté d'une espèce d'extension qui m'est indispensable et qui va me rendre effectivement quelqu'un de plus fun, de plus à la mode, de plus dans l'air du temps, de plus accompli, etc. Réfléchissons si c'est ce qui se passe souvent avec les outils d'Apple. Et donc eux, ils sont quelque part dans ce territoire-là. C'est-à-dire non seulement ils sont allés au-delà de ce que j'imaginais, mais en plus j'ai la sensation avec ce type de service qu'on me rend, que je suis un autre homme, une autre femme, quelque chose de supérieur. Bon, ça, effectivement, aller jusque-là, je ne sais pas si c'est un bon conseil que de vous dire, on va essayer d'atteindre ce niveau-là. Si vous y arrivez, je vous applaudis avec les deux mains, et même les deux pieds, parce que là, on est quand même dans un niveau qui est très très élevé d'accomplissement de l'expérience client quasi parfaite. Il y a très très peu d'entreprises dans le monde qui vont à ce niveau. Ceci dit, il n'est pas interdit qu'il y ait des entreprises de très grande proximité qui, avec une clientèle de très grande proximité, sont quelque part là, dans un contexte très différent, beaucoup plus local. Difficile de vous poser des exemples de ça, mais on pourrait l'imaginer. Alors pourquoi vouloir quand même aller si loin? Parce que bon, ok, très bien, mais déjà si on est là, ce serait déjà pas mal. Pourquoi tu voudrais nous pousser à aller là, dans ces retranchements-là, aller vraiment dans l'émerveillement? Très concrètement, ça a un intérêt quand même. Parce que tant que vous êtes là, c'est une autre lecture de la pyramide, c'est la même chose, vous voyez, c'est pas tout à fait divisé pareil, mais c'est une autre lecture par un autre cabinet de conseil. Quand on est dans la satisfaction des besoins de base, je réponds à mes attentes, c'était les deux ou les trois premiers niveaux de la lecture précédente, je suis dans la satisfaction du client, je suis dans l'extrêmement mesurable. J'ai tendance à dire, moi, la satisfaction client, ça se mesure, une expérience client, ça se vit. Pour donner un peu la différence entre les deux. Donc tant qu'on est là, on est dans la satisfaction du client. Si on va un tout petit peu plus loin, on va un petit peu au-delà du besoin, là, c'est ce que je vous disais, on va proposer des petites choses auxquelles le client ne s'attendait pas. Vous pouvez espérer commencer là à avoir un client qui devient un client qui vous recommande. Donc là, vous créez de la fidélité, vous ne perdez pas vos clients parce qu'après ils sont satisfaits. Là, par contre, vous commencez à en faire des gens qui parlent de vous et qui commencent à vous recommander à d'autres. Donc là, vous êtes dans l'amélioration du résultat de votre entreprise, vous augmentez votre clientèle. Et plus vous allez haut, là, si vous arrivez à vraiment dépasser les attentes et à vraiment arriver dans les deuxième, troisième niveau de la pyramide, à partir du haut de la pyramide qu'on avait tout à l'heure, vous pouvez faire de vos clients des ambassadeurs. Des gens véritablement qui parlent de vous, qui vous apprécient, qui vont commencer eux-mêmes sur leurs propres réseaux sociaux à parler de vous, à relayer vos messages, etc. Et là, vous avez des gens qui font le travail de recrutement pour vous. C'est ça un ambassadeur.
C'est ça que faisait Nespresso ou que font Apple. Je prends toujours les mêmes exemples, je tire le fil, hein, je ne suis pas particulièrement fan à titre personnel de ces entreprises, mais je trouve que ce sont de très bons exemples. Aujourd'hui, finalement, ils ont à peine besoin de faire de la pub. Les gens, Nespresso, c'était très visible au début. Quand je vous disais, vous pouviez ne pas avoir entendu parler de Nespresso parce que vous n'aviez pas la télévision et vous entendiez des gens vous dire tu devrais avoir cette boutique, c'est un truc de dingue. Le concept du café change totalement. Vous alliez chez des amis, ils arrivaient, vous amenez le plateau avec le petit coffret avec les Nespresso. Tu veux un café italien spécial, il y a du ristretto, il y a des trucs. Ah bon, explique-moi, tu vas voir, j'en ai pas encore. On était vraiment dans ce truc, c'était complètement dingue. Et donc finalement, chacun devenait l'ambassadeur de Nespresso, qui n'avait plus rien à faire. C'est de l'externalisation positive, comme on dit dans la. Je m'appuie sur les gens de l'extérieur pour faire le boulot à ma place. Les startups font ça très bien, mais Nespresso le faisait aussi pas mal. Et puis, au dernier niveau, vous avez carrément des fans. Et là, quand je vous décris l'expérience Nespresso, vous voyez que on est quand même dans le fan. Hein. On était là, waouh. Et Apple, alors là, je ne vous fais pas un dessin. Mais en tout cas, vous voyez que très concrètement, et je ne fais pas seulement du rêve, hein, quand vous êtes là, vous fidélisez vos clients, vous les gardez. Quand vous êtes là, vous augmentez votre nombre de clients, vous renouvelez les clients qui s'en vont, parce qu'on a toujours des clients qui s'en vont pour X raisons, etc. Et donc là, vous commencez à faire croître votre entreprise. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'aller à ce niveau-là. Pas seulement parce qu'on a envie d'être des gens bien, d'être des gens accomplis, qui proposent une expérience client réussie, c'est que ça sert concrètement l'entreprise. C'est ce qu'ont parfaitement compris Apple ou Nespresso, ils ne le font pas par philanthropie. Derrière, par quel bout on prend les choses? Je dis, on peut prendre le parcours client, puis après, effectivement, il faut penser à ses fondamentaux. Alors ça, c'est quelque chose qui a été proposé par KPMG aussi en regard de son expérience client universelle. C'est la pyramide éclatée d'une façon un peu différente. Mais ça peut être là des points d'accroche en disant, finalement, à chaque point de mon expérience client, à chaque point de mon parcours client, est-ce que je propose quelque chose qui est complet du point de vue de chacun de ces items. Ça peut être une manière d'aborder les choses en deuxième intention. Est-ce que je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance? Est-ce que je prends mon de la fiabilité? Est-ce que je suis quelqu'un qui répond aux attentes? Est-ce que je suis quelqu'un qui personnalise? Est-ce que l'expérience client que je propose est personnalisée? Est-ce que je suis dans l'empathie? Est-ce que je réponds aux peurs? Est-ce que je comprends les priorités? Est-ce que je propose quelque chose qui demande un minimum de temps et d'effort à mes clients? Est-ce que j'optimise leur expérience de ce point de vue? Et puis, est-ce que je résous leurs problèmes? Là, on retrouve exactement les items de la pyramide dans un homme, et là, on est plus déjà dans l'idée d'une complétude. C'est une manière d'aborder les choses que j'avais trouvée assez intéressante à l'époque, quand ça avait été présenté. Après, si on veut faire une lecture un peu plus pragmatique, je voudrais vous dire comment réussir à ça. Du travail, du travail, du travail. Parce que l'expérience client, c'est beaucoup de travail. Et donc, si on voulait faire un schéma global d'action de l'entreprise, j'aurais tendance à dire que les deux premiers piliers, la première partie, c'est cartographier votre parcours client, on vient d'en parler, et en regard de ça, et en même temps que ça, et en parallèle de ça, écoutez vos clients. Vous pouvez cartographier de votre point de vue, bien sûr, c'est important, et puis en regard de ça, essayez de recueillir le point de vue de vos clients. Pour ça, la manière la plus simple, c'est de faire de la veille, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie, recueillir ce que vous avez entendu, ne pas négliger les avis sur les réseaux sociaux, y compris les négatifs, y compris les très négatifs. Moi, quand j'analyse les bashings dramatiques qu'il y a parfois sur les réseaux sociaux, il y a derrière le phénomène d'emballement qui est extrêmement difficile à vivre pour celui qui est exposé, il y a quand même souvent des signaux faibles d'éléments, d'un parcours client qui à un moment a légèrement dérapé, parfois sur des choses qui sont insignifiantes, parfois sur des choses qui sont visiblement un peu plus gênantes, qui auraient pu être améliorées. Donc même dans le client qui vous flingue, ça nous arrive à Coveto aussi, faut essayer d'avoir la force et la distance de se dire ok, sur le coup ça m'a énervé, on était dans l'abus, j'ai tenté de recadrer les choses ou de me défendre ou de me protéger, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose là d'un élément de parcours client que j'aurais pu proposer autrement? C'est quelque chose qui est important. Vous pouvez faire des enquêtes aussi, il y a plein de modes d'enquête. Il y a 3 grands modes d'enquête, il y a 3 grandes manières de poser des enquêtes de satisfaction des clients. C'est 1, avez-vous été satisfait de votre expérience? Un peu, beaucoup, etc. Bon, ça, vous avez tous eu des enquêtes comme ça, c'est un peu la manière à l'ancienne. La deuxième manière, c'est de s'intéresser aux facteurs temps et difficultés. Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la prise de rendez-vous? La deuxième manière d'aborder les choses. Et la troisième manière, c'est recommanderiez-vous notre entreprise à un tiers? On en a tous reçu, on en reçoit tout le temps des enquêtes comme ça. Recommanderiez-vous? Et là, vous voyez, on est déjà, dans ce type d'enquête, on est déjà sur une manière de s'intéresser au niveau supérieur de la pyramide. Est-ce que vous êtes déjà en train de devenir un ambassadeur? Quelle proportion de mes clients sont déjà un peu des ambassadeurs?
Donc finalement, au miroir, est-ce que l'expérience que je leur propose est déjà de nature à en faire des ambassadeurs? Donc bon, chacun de ces points pourrait mériter une conférence opérationnelle en tant que telle. On n'a pas la journée sur cette conférence, donc je n'y reviens pas. Une fois que vous aurez cartographié, bien écouté, vous allez identifier des points de contact clés avec vos clients. Et quand je dis un point de contact, c'est évidemment les points de contact dans le parcours de soins, dans la présence. La salle d'attente est un point extrêmement important, chargé d'énormément de mythologie. Ne négligez jamais la salle d'attente. C'est quelque chose qui est bien appréhendé maintenant par la clinique Veto. C'était moins le cas il y a 25 ans. Mais c'est quelque chose de très important. Et puis travailler chacun de ces points de contact en essayant effectivement de trouver des solutions concrètes pour améliorer les choses. Et ces points de contact peuvent être des points de contact à distance. On va beaucoup en parler dans la journée. Je sais que Veto Partner et Retinweb vont beaucoup en parler après. Et puis, si possible, et bien sûr, assurer un feedback et une veille permanente, parce qu'il va de soi que tout ça, là aussi, est cyclique et que vous avez certainement voulu bien faire et bien fait sur tel ou tel point du parcours client, et puis les choses évoluent, c'est quelque chose qui évolue avec le temps aussi, l'ambiance de la société, l'expérience qui est proposée par d'autres entreprises en parallèle, qui crée effectivement de l'universalité sur d'autres points, font qu'effectivement ces choses-là changent beaucoup, et donc vous avez nécessité, c'est un travail permanent en fait, de proposer une expérience client réussie. Je vous disais, Nespresso, ils ont peut-être tendance à baisser un peu là. On le sent un peu, ils sont moins dans l'air du temps, oui, parce qu'ils ont été vraiment dans la hype pendant 10 ou 15 ans, et puis là, ils ont du mal à se renouveler d'une certaine façon. Même pour eux, même pour ceux qui sont les meilleurs des meilleurs, on sait qu'Apple a eu, il y a une vingtaine d'années, un gros trou d'air, même Apple. Et donc effectivement, vous avez, c'est quelque chose qui est permanent. Je suis désolé de ne pas vous vendre du rêve là, en disant, c'est du travail, et puis encore du travail, et puis pour tout le monde, et puis toute la vie de l'entreprise. J'en ai bien conscience, mais malheureusement, c'est souvent comme ça dans la vraie vie. Donc, 2 points importants. L'empathie. Écoutez vos clients, soyez à l'écoute de vos clients, on le retrouvait dans les pyramides avant. Et puis, une véritable culture d'entreprise. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont des managers, qui sont des leaders dans leur entreprise, des leaders d'opinion, l'expérience client réussie, la notion d'expérience client offerte comme quelque chose de central, c'est vraiment quelque chose que vous devez porter comme la culture de votre entreprise. Si vous le faites un peu contraint et forcé, un peu à distance, on dit oui, bon, il faut qu'on fasse ça, mais ce n'est pas l'essentiel, ça va être difficile pour vous de porter le collectif vers l'idée d'une expérience client réussie, point par point, tout le temps, sans cesse. Parce qu'effectivement, c'est tout le temps, sans arrêt. Donc ça doit vraiment être, d'une certaine manière, faire partie de l'ADN, au bout d'un moment, de la culture complètement intégrée de l'ensemble de l'équipe, ce qui n'est pas simple du tout à obtenir. Je ne le sous-estime pas du tout. Un petit outil pour compléter votre beau parcours utilisateur là, que vous allez faire, vous empressez de faire avec votre équipe dans les semaines et les mois qui viennent. C'est point par point pour étudier chaque point. Il y a un petit outil que j'aime bien, moi, qui s'appelle la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est super facile à faire pour se mettre à la place du client. Alors là, c'est une version infographiée, mais dans la vraie vie, vous prenez un paperboard ou une grande feuille de blanche, là aussi, que vous accrochez au mur. Vous dessinez un smiley au milieu, vous l'appelez Bob, Tim, un nom comme ça, Greta, enfin un nom qui n'évoque rien, personne en particulier, mais un peu standard. Puis vous faites une croix. Les deux en bas, c'est 2 cases en bas, c'est un peu la conclusion. Donc vous faites une croix comme ça, et ça vous dresse un cadran en 4 cadrans, et puis dans chaque case, vous répondez à ces questions-là. Au moment où on rentre dans ma salle d'attente, Bob ou Greta, qu'entend-elle? Que pense-t-elle? Que ressent-elle? Que voit-elle? Que dit-elle et que fait-elle? Et vous répondez vraiment à ces questions. Qu'entend-elle? C'est qu'entend-elle? Est-ce qu'elle entend des chiens aboyer? Est-ce qu'elle entend de la musique? Est-ce qu'elle entend des conversations? Est-ce qu'elle n'entend rien? Est-ce qu'elle entend le silence parfait de l'apaiser Est-ce qu'elle entend la petite fontaine feng shui du coin de la salle d'attente? Parce que je ne sais pas. Mais c'est vraiment ces questions qu'il faut que vous répondiez. Que ressent-elle? Elle a froid? Elle a chaud? Elle a peur? C'est vraiment ça les réponses. La première fois qu'on fait une carte d'empathie, on a tendance à aller tout de suite plus loin. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle ressent qu'elle va payer cher. Non. Quand on rentre dans une salle d'attente, on ne ressent pas que dans 1 heure, on va payer cher. Elle ressent quoi? Je pose le pied dans la salle d'attente, je ressens quoi chez moi? Les clients ressentent quoi chez moi? Ils sont fascinés parce que c'est beau. Je viens de refaire l'agencement et on a mis le paquet. Le boîte qui nous a conseillé était super et tout le monde nous dit que c'est beau et c'est lumineux. Ça, c'est quelque chose. C'est esthétique, c'est un sentiment esthétique, mais c'est important.
Voilà. Donc tous ces éléments, étape par étape, finalement, j'entre dans la salle d'attente, il se passe quoi, j'arrive en consultation, au moment où on m'annonce le truc, qu'est-ce qui se passe, et vous pouvez le faire quasiment point par point, à chacun des points clés que vous aurez identifiés du contact. Quand le client ouvre mon site internet, il en pense quoi? Aujourd'hui, quand le client ouvre le site internet de Coveto, il dit qu'est-ce que c'est que cette boîte vieillotte qui n'a pas changé son site internet depuis 15 ans? Je suis désolé de prendre un contre-exemple typiquement de, de mon expérience, moi aussi, d'entreprise qui propose une expérience client, mais là, je ne suis pas au rendez-vous, clairement. Chez vous, c'est peut-être pas le cas, j'espère. Mais voilà. Et puis, une fois qu'on a fait le tour de l'essentiel du standard de l'expérience client, parce que vous voyez que même en m'appuyant sur les exemples vétérinaires, là, ce que je vous ai dit pour l'instant, bah, c'est très universel, ça peut s'appliquer à n'importe quelle entreprise. Ce que je voulais vraiment vous dire au-delà de tout ça, une fois qu'on a posé ces bases-là, c'est ça, c'est n'oubliez pas, une fois dit tout ça, une fois vous avoir dit que les niveaux en haut de la pyramide n'étaient pas simples à obtenir, après des exemples dans des grandes entreprises internationales qui n'ont rien à voir avec votre activité, n'oubliez pas que vous êtes vétérinaire. Et ça, rapporté à tout ce que je viens de vous dire, c'est extrêmement important et c'est extrêmement fort. Et je ne le dis pas juste parce que je suis moi vétérinaire, et moi fanfaronné, corporatiste, on est plus fort. C'est pas ça. Vétérinaire n'est pas du tout un métier comme un autre. Vétérinaire, c'est un métier qui est perçu comme un métier de vocation. Et là, je pense que les auxiliaires peuvent tout à fait s'y reconnaître aussi, en partie, et dans leur vécu, et dans leur accompagnement de ça. C'est un métier qui a une très grande charge de représentation dans la société. Vous voyez ici un très beau tableau d'un peintre américain qui s'appelle Georges Pérez, qui est assez connu, que vous avez peut-être croisé déjà sur les réseaux sociaux et autres. Vous voyez le vétérinaire, ça s'appelle. On est vraiment c'est une série qui représente tout un tas de professions médicales. Et vous voyez ce soignant qui est entouré d'animaux, totalement bienveillant. On sent qu'il a une grande expérience, que c'est quelqu'un de bienveillant, avec les animaux sont parfaitement en confiance, etc. Et à tel point, moi j'ai beaucoup travaillé ce sujet. Je pourrais vous faire 5 heures de conférence sur ce thème, mais ce n'est pas le lieu, là, ce n'est pas ce qui m'est demandé aujourd'hui. À ce point que le vétérinaire est vraiment dans la société porté par un mythe. Un mythe qui est le mythe de celui ou de celle qui parle aux animaux. Celui ou celle qui comble par la pratique du soin et par sa connaissance des animaux ce fossé irréconciliable qu'on a avec les animaux, malgré tout, qu'est la parole. Parce qu'on peut, évidemment, les animaux communiquent, etc. La distance homme-animal était plus étroite, la science la rend plus étroite au fil de chaque étude, mais malgré tout, la parole est quelque chose qu'on ne partage pas avec eux, et philosophiquement, c'est très fort. Et finalement, il y a une niche anthropologique, un besoin humain de combler ce besoin. Il se trouve que dans nos sociétés occidentales, mondiales, contemporaines, la profession, l'individu, celui qui incarne ça, c'est le vétérinaire. C'est la figure totémique qui est la meilleure, je pense, mythe vétérinaire, représentation du mythe vétérinaire, c'est le docteur Dolittle. Dans sa lecture historique, ceux des années 90 se souviennent d'Eddie Murphy, c'est pas forcément la meilleure réinterprétation de Dolittle, il y en a de multiples. Ceux qui ont vu Robert Downey Jr. dans la version la plus récente, on est plus proche du mythe d'origine, et c'est intéressant, le médecin qui parle aux animaux, qui abandonne tout pour parler aux animaux et se consacrer à leurs soins. On est vraiment là. Et donc, ramener à quelque chose de plus concret, parce qu'évidemment tout ça est un mythe, les gens, c'est imprégné, mais les gens évidemment ne croient pas que vous parlez aux animaux. D'une certaine manière, le vétérinaire, c'est le seul dont on admet qu'il comprend mieux mon animal que moi-même. Le seul ou quasiment le seul. C'est très subtil, c'est pas tout le temps, c'est pas dans toutes circonstances, mais il y a cette phrase que vous avez tous entendue qui est « Ah, docteur, s'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il nous en dirait ?» Quand les clients vous disent ça, plus ou moins, cette phrase est exprimée pas toujours de cette façon, ils ne vous disent pas, en regard de ce mythe, ils ne vous disent pas, on est bien con tous les deux, docteur, en face de notre animal qui ne parle pas, ils vous disent, vous, docteur, qui le comprenez, dites-moi. C'est un appel à la traduction, c'est un appel au pont, c'est un appel au lien. Le vétérinaire, c'est ce professionnel du lien à l'animal, celui qui leur porte-parole et leur ange gardien. C'est très fort dans cette charge mythique. Alors qu'est-ce que ça dit ça ? Une fois que je vous ai dit ça un peu rapidement et sans apporter la première preuve, mais je vous demande de me croire sur parole, en quoi ça touche à ce dont on vient de parler d'expérience client. Premier réflexe qu'on va avoir, c'est oui, mais ça, c'est une charge insupportable. Vous nous faites porter ça sur les épaules, mais moi, je suis pas le docteur Dolittle, je ne suis pas un magicien.
C'est ça qui rend les vétérinaires si fragiles, c'est ça qui leur met une charge qu'ils ne sont pas capables d'assumer, ça contribue effectivement au mal-être de la profession, c'est pas faux. On peut le voir comme ça, on peut voir que le verre à moitié plein, se rendre compte que c'est un challenge très élevé, que ce challenge n'est pas du tout facile à relever, qu'on n'est pas à l'aise avec, parce qu'on est mal formé à ce challenge, etc. C'est tout un sujet. Mais on peut aussi le regarder positivement, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, et voir le verre plus qu'à moitié plein, et se rendre compte que ce que je viens de vous dire, mais c'est une occasion extrêmement rare, que très peu d'entreprises, que très peu de métiers ont, parce que très peu de métiers ont une telle charge positive associée à leur profession, d'atteindre les plus hauts niveaux de la pyramide. Parce que si vous arrivez, par votre attitude, par l'expérience que vous proposez, à laisser voir un tout petit peu, à laisser croire, à laisser entendre, à laisser toucher un petit peu de magie vétérinaire, dans le sens de ce que j'ai présenté avant, par la bienveillance que vous avez vis-à-vis de l'animal, par l'intérêt que vous lui portez, par votre capacité, parce que vous êtes aussi un très bon éthologue, praticien du quotidien, etc., à montrer que vous êtes dans une relation particulière à l'animal, supplémentaire, d'une certaine manière meilleure, plus accomplie que celle du propriétaire lui-même à son animal, qui est une nature tout autre, bien sûr. Eh bien, vous pouvez aller au-delà même du besoin, sans le demander, vous pouvez aller là. Me fournir ce que j'attendais sans que je sache que je l'attende, parce que des gens qui ont analysé ça, ce qu'ils attendent du docteur Doolittle avant d'aller chez un vétérinaire, il n'y en a pas beaucoup quand même, par 2-3 anthropologues et sociologues qui se sont particulièrement intéressés au sujet. Et donc là, vous allez amener à des gens quelque chose auquel, d'une certaine manière, auquel ils s'attendent sans s'attendre. Et donc, l'expérience client du vétérinaire, n'oubliez pas que c'est aussi celle de l'animal. C'est extrêmement important. C'est aussi celle de l'animal parce que votre propriétaire avec son animal, parmi tous les facteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, il y en a un qui est extrêmement important et que j'ai fait la ressortir, c'est ce facteur culturel. Votre client, il va voir un vétérinaire. J'ai tendance à dire que finalement, l'expérience client vétérinaire de votre jeune adulte qui vient avec son premier chaton chez un vétérinaire, elle a peut-être commencé quand il avait 5 ou 6 ans. La première fois qu'il a lu un petit livre là qui lui disait Minou chez le vétérinaire. Je les collectionne, ces livres-là, j'en ai plein, je les analyse, etc. C'est un sujet extrêmement intéressant, ça n'en a pas l'air comme ça, les petits livres en carton, mais c'est pourtant très intéressant. Et donc vous voyez que finalement, l'expérience, elle se nourrit de cette charge culturelle qui est très singulière et très forte autour des vétérinaires, qui peut être effectivement lourde à porter, lourde sur les épaules, mais qui nous donne, en matière d'expérience client, une opportunité absolument extraordinaire. Donc pour conclure par des choses un peu concrètes, pensez bien que le client du vétérinaire vit en plus de sa propre expérience et nourrit sa propre expérience de l'expérience de son animal qu'il vit par procuration. Et qu'en tenir compte, c'est pas faire de la surqualité. C'est apparaître fondamentalement vétérinaire, en tant que la légitimité socio-culturelle du vétérinaire est aussi nourrie par ce mythe culturel, en plus de sa légitimité scientifique et technique. Le vétérinaire, il marche sur 2 jambes. 2 grands facteurs de légitimité socio-culturelle qui sont d'une part sa compétence, sa formation, le fait que c'est un expert, et de l'autre, cette charge mythique, anthropologique, liée au rôle du vétérinaire. Donc au-delà du pragmatique, vous allez dans quelque chose qui est extrêmement fort en termes d'expérience client. Et donc, par exemple, pour appréhender ça très concrètement, pourquoi ne pas faire cet exercice-là, en plus de l'exercice? Vous allez le faire avec Bob, mais vous allez aussi le faire avec Médor. Et là, vous allez non seulement être vétérinaire, peut-être même vous accomplir vous-même, parce qu'en réfléchissant à l'expérience vécue par Médor, vous êtes vraiment au cœur de votre vocation. Mais en plus de ça, vous allez améliorer l'expérience de Bob. Et vraiment aller au-delà dans l'expérience de Bob, ou de Greta, dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour conclure, si vous me permettez, je voudrais vous lire un témoignage de clients de vétérinaires. Un témoignage que vous avez tous déjà lu quasiment, hein, peut-être sans vous en rendre compte, mais qui a été aussi beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir que c'est un témoignage très concret, assez pragmatique, très bien écrit bien sûr, puisque vous voyez que c'est un roman et qu'on a affaire à un écrivain. Très concret, très pragmatique, mais en m'écoutant le lire mal, pensez à ce que je viens de vous dire et vous allez retrouver le mythe vétérinaire dans une acception pourtant concrète, pour dire qu'on n'est pas seulement dans quelqu'un qui écrit Dr Doolittle et qui fait évidemment un récit mythique.
Ce passage commence par cette phrase qui a beaucoup été reprise sur les réseaux sociaux parce qu'elle est quand même réconfortante, hein. Les vétérinaires sont des êtres supérieurs. Je ne le dis pas flagorneur pour que le sort nous cajole, tout est trop tard. C'est une simple réalité. C'est pas mal. En termes d'expérience client proposée collectivement par les vétérinaires, on peut penser quand même qu'on n'est pas trop mal au rendez-vous si un écrivain restitue ça. Donc vous voyez, j'ai peut-être été pessimiste, hein, vous disant qu'il y a du boulot, hein. Finalement, on est peut-être déjà pas mal. Puis bon, je passe un peu, puis un peu plus loin, il dit quelque chose qui, moi, m'a presque plus intéressé que cette phrase-là, qui donne envie de lire plus loin. Il arrive que nous les vénérions en sauveurs du bac, Ubac c'est le nom de son chien, ou d'un autre. Il arrive que nous les détestions, eux, avec leurs omineux récits et leur faible taux d'erreur. Et c'est de la sorte schizophrénique qu'ils traversent nos vies. Souvent, on voudrait qu'ils nous disent autre chose que ce qu'ils nous apprennent. Leur connaissance du chien se heurte à ce que l'on sait d'une autre. Leur connaissance du chien se heurte à ce que l'on sait d'une autre. Si je ne suis expert en rien, je le suis de notre vie. Il m'arrive de tricher en ne leur disant pas tout. Ainsi, je pense orienter leur diagnostic et plus largement la vie. Mais ils détectent tôt la manœuvre, et vous vous trouvez idiot d'avoir voulu les égarer. Voilà, ça c'est évidemment un très beau témoignage, très bien écrit, d'un client de vétérinaire, dans un livre qui a eu un succès phénoménal, que je pense beaucoup d'entre vous ont lu déjà. Mais je trouvais qu'il était, sans être totalement éthéré, sans être dans le mythe complet, dans la caricature presque du mythe, je trouvais qu'on retrouvait assez bien ce sur quoi je voulais conclure cette conférence. Merci à tous.